La Seconde Guerre mondiale s'est officiellement terminée le 2 septembre 1945, mais tous ces dossiers n'ont pas été fermés. Dans les années suivant le conflit, les agences de renseignement de plusieurs pays ont continué à traquer des personnes qui n'ont jamais été retrouvées, recherchant des trésors qui n'ont jamais été découverts, et tentant d'expliquer des phénomènes que aucun rapport officiel n'a pu résoudre. Des décennies plus tard, des archives déclassifiées de la CIA, du FBI, du MI6 et des services de renseignement soviétiques continuent de révéler que la guerre a généré des mystères d'une telle profondeur que le temps, loin de les résoudre, a ajouté de nouvelles couches d'ambiguïté. Ce qui rend ce conflit unique, ce n'est pas seulement son ampleur, plus de 70 millions de morts, 6 continents impliqués, 7 ans de combats soutenus, mais la quantité d'événements qui restent documentés mais inexpliqués. Il ne s'agit pas de légendes populaires ou de spéculations sans fondement. Ce sont des événements enregistrés dans des rapports militaires, des témoignages judiciaires et des archives diplomatiques qui ne correspondent à aucune explication satisfaisante. Des sous-marins qui ont traversé des océans entiers sans être détectés. Des objets lumineux que les équipages ennemis ont observés simultanément sans pouvoir les identifier. Des trésors artistiques d'une valeur inestimable qui ont disparu dans les heures les plus chaotiques de la guerre et qui n'ont jamais été récupérés. Ces 20 cas ne sont pas les plus célèbres du conflit. Vous ne trouverez pas ici de récits de Pearl Harbor ou du débarquement de Normandie. Ce que vous trouverez, ce sont des épisodes que l'historiographie conventionnelle a traités en marge. Le dirigeable naval qui a atterri avec la porte ouverte et sans équipage. Les fossiles humains les plus importants du monde qui ont disparu dans les jours précédant l'attaque de Pearl Harbor. La machine à énergie libre qui a fonctionné et qui n'aurait pas dû fonctionner. L'espion qui a sauvé des dizaines de milliers de vies et qui a été arrêté par ses propres alliés le même jour où la ville qu'il protégeait a été libérée. La Seconde Guerre mondiale a également été cela. Un catalogue de l'inexplicable que 70 ans de recherche n'ont pas épuisé. Le dirigeable qui a atterri sans équipage, le mystère du L8. Le 16 août 1942, à 6h03 du matin, le dirigeable de patrouille L8 de la Marine des États-Unis décolle de l'aérodrome de Moffett Field, en Californie, avec 2 hommes à bord. Le lieutenant Ernest DeWitt Cody, aux commandes, était un pilote expérimenté. À ses côtés se trouvait l'enseigne Charles Adams en tant que 2e pilote. La mission était de routine. Patrouiller la zone de la baie de San Francisco à la recherche d'activités sous-marines japonaises. La menace était réelle. Des sous-marins japonais des classes I-15 et I-25 avaient opéré au large des côtes de Californie et de l'Oregon. Ce même I-25 avait lancé des avions qui ont largué des bombes incendiaires sur les forêts de l'Oregon en septembre 1942, le seul bombardement aérien contre le territoire continental américain pendant toute la guerre. Les dirigeables de type K de la marine n'étaient pas des appareils décoratifs, c'étaient des actifs de défense côtière. À 7h42, Cody transmit depuis le L8 un message radio au contrôle au sol signalant la présence d'une tache de pétrole à la surface de l'océan. Une telle tache était un signe évident de la présence d'un sous-marin immergé. Cody annonça qu'il descendrait pour enquêter. Cette transmission fut le dernier contact reçu du L8. À 11h15, des pêcheurs à bord du bateau Albert Gallatin aperçurent le dirigeable dérivant sans contrôle à basse altitude au-dessus de l'océan. Quelque chose était immédiatement évident et inexplicable. La porte d'accès à la nacelle était ouverte. Le L8 continua sa dérive vers la côte. À 11h35, il atterrit, ou plus précisément se posa, sur la rue Bellevue de la ville de Daly City, heurtant plusieurs voitures stationnées. Lorsque les pompiers ouvrirent la nacelle, ils trouvèrent l'intérieur en parfait ordre. Les parachutes des 2 pilotes étaient dans leur rack, non utilisés. Les radeaux de sauvetage n'avaient pas été déployés. Le matériel radio fonctionnait. Et sur une petite surface plate à l'intérieur, il y avait une tasse de café à moitié bu, sans renverser, ce qui indiquait que la descente du dirigeable avait été progressive et stable. Il n'y avait pas eu d'impact brutal, aucune lutte, aucun signe de panique. L'enquête navale exclut l'attaque d'un sous-marin car aucune preuve de shrapnel ou de tir de surface n'a été trouvée sur la coque. L'hypothèse qu'un des pilotes serait tombé accidentellement à l'eau et que l'autre aurait sauté pour l'aider
ne pouvait expliquer l'absence de signes de lutte, ni le fait que les 2 parachutes soient restés intacts. Si quelqu'un était tombé à l'eau, il aurait pris son parachute ou au moins son gilet de sauvetage. Aucun des équipements d'urgence n'avait été touché. La porte était ouverte de l'intérieur. Le mécanisme d'ouverture était intérieur. Pour qu'elle s'ouvre, quelqu'un a dû l'ouvrir délibérément. La marine classa l'affaire avec une cause indéterminée dans son rapport final de 1942 et ne la réexamina pas. Le L-8 fut réparé, redésigné sous le nom de dirigeable numéro 128 et resta en service actif jusqu'en 1982, date à laquelle il fut retiré comme le dirigeable non rigide ayant passé le plus de temps en service dans l'histoire de l'aviation navale américaine, sans révéler de nouvelles pistes sur ce qui s'était passé ce matin-là. Les corps du lieutenant Cody et de l'enseigne Adams n'ont jamais été retrouvés. 70 ans plus tard, aucune explication technique, opérationnelle ou forensique ne satisfait simultanément toutes les variables. Le L-8 reste le seul cas documenté d'un aéronef ayant effectué un vol sans équipage, atterri de manière contrôlée dans une zone urbaine et été trouvé sans signe d'urgence de quelque nature que ce soit. Ce qui s'est passé durant ces 3 heures et 43 minutes au-dessus de l'océan Pacifique en août 1942 reste, en termes strictement documentaires, inexpliqué. L'assassinat du général le plus dangereux d'Amérique, Patton. Le 9 décembre 1945, à 11h45 du matin, un camion militaire Dodge T-214 a effectué un virage non signalé sur une route secondaire près de Mannheim, en Allemagne. Le véhicule est entré en collision latérale avec le Cadillac Staff dans lequel se trouvait le général George S. Patton, son chef d'état-major, le général Hobart Gay, et le conducteur, le soldat Horace Woodring. L'impact a été de faible vitesse. Gay et Woodring sont sortis indemnes. Patton a subi une fracture dislocation des vertèbres cervicales 3e et 4e, ce qui a causé une quadriplégie immédiate. Le conducteur du camion, le soldat de première classe Robert Thompson, n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire ni d'une enquête formelle sur l'accident. Le camion n'a pas non plus été soumis à une inspection technique documentée. Pour comprendre pourquoi cet accident a généré des soupçons qui persistent encore aujourd'hui, il est nécessaire de replacer Patton dans le contexte politique spécifique de l'automne 1945. En octobre de cette année, le général Eisenhower l'avait relevé du commandement du 3e armée et réaffecté au commandement du 15e armée, une unité sans troupes dédiée exclusivement à rédiger l'histoire militaire de la campagne européenne. La raison officielle était que Patton avait fait des déclarations publiques comparant les nazis aux partis politiques américains et qualifiant la politique de dénazification de purge contre-productive. Mais ces déclarations étaient l'expression publique d'une position plus large que Patton soutenait dans des correspondances privées avec sa femme Béatrice, ultérieurement éditée par l'historien Martin Blumenson, et dans des conversations avec d'autres officiers que la politique de Roosevelt et Truman envers l'Union soviétique avait été une erreur stratégique, que l'armée rouge aurait dû être arrêtée bien plus à l'est, et qu'en 1945, il existait une fenêtre militaire pour contenir l'expansion soviétique que Washington ignorait délibérément. Patton se préparait à retourner aux États-Unis en décembre 1945 avec l'intention déclarée de quitter l'armée et de rendre publiquement sa position. En 2008, l'ancien officier de l'OSS Douglas Bazata affirma dans une interview au Sunday Telegraph qu'il avait reçu l'ordre de provoquer un accident non fatal contre Patton et que l'issue ultérieure par empoisonnement à la warfarine, un anticoagulant qui aurait pu déclencher l'embolie pulmonaire qui tua Patton le 21 décembre, a été réalisée par des agents soviétiques avec la connaissance de secteurs de l'intelligence américaine. Bazata avait été décoré pendant la guerre pour ses opérations de l'OSS en France occupée, ce qui rend son historique opérationnel vérifiable. Ces affirmations spécifiques concernant Patton n'ont pas été accompagnées de documentation. Les archives de l'OSS déclassifiées par la CIA entre 2000 et 2007 ne contiennent aucune référence directe à une opération contre Patton. Ce qu'elles contiennent en revanche, c'est la preuve que l'OSS maintenait une surveillance active sur les officiers militaires jugés politiquement problématiques. L'absence de preuves directes ne signifie pas qu'il n'y en a pas, et aucune archive disponible ne contient une enquête formelle sur l'accident qui exclut systématiquement la possibilité d'une intervention délibérée.
Patton est mort le 21 décembre 1945 sans avoir pu parler. C'était le général qui savait le plus sur la guerre réelle qui se préparait. Objet non identifié au combat, les Foo Fighters. Le premier rapport officiel a été présenté le 27 novembre 1944 par l'équipage d'un bombardier du 415e escadron de chasseurs nocturnes basé à Dijon lors d'une mission au-dessus de la vallée du Rhin. Le rapport décrivait 2 sphères de lumière orange-rouge qui volaient en formation avec le bombardier pendant environ 30 minutes, maintenant une distance constante de 50 à 100 mètres avant de se séparer et disparaître. Le commandant de l'escadron, le lieutenant-colonel Herm Brommer, transmit le rapport au quartier général de la 15e force aérienne car la description ne correspondait à aucun avion, fusée ou arme connue. Dans les semaines suivantes, des rapports similaires parvinrent des équipages de bombardiers B-17 et B-24 sur l'Allemagne, l'Autriche et les Balkans, ainsi que de pilotes de chasseurs P-38 et P-51 en mission de protection. Les pilotes les appelèrent Foo Fighters, un terme tiré de la bande dessinée Smokey Stover. Mais les rapports étaient entièrement officiels et ont été traités comme tels. L'hypothèse initiale du commandement allié était que les objets étaient une arme radioguidée conçue pour interférer avec les systèmes d'allumage des moteurs ou les instruments de navigation. C'était une hypothèse raisonnable. La Luftwaffe avait développé le missile antinavire Henschel HS-293 et la bombe planeuse Fritz X, et il existait des documents concernant des projets plus expérimentaux dans les centres de recherche de Peenemünde et Rechlin. Le problème était que les Foo Fighters n'ont interféré avec aucun système dans aucun des cas documentés. Aucun avion n'a signalé de défaillances électriques, de perte de navigation ou d'interférences radio pendant les observations, et il n'y a jamais eu de tentative d'attaque. Après la capitulation allemande, des équipes de l'opération Lusty interrogèrent des ingénieurs et pilotes de la Luftwaffe. Mais ils ne trouvèrent aucune référence à un programme d'objets lumineux radiocommandés. Les scientifiques allemands interrogés confirmèrent également que leurs propres pilotes avaient signalé exactement le même phénomène depuis la fin de 1943 et que la Luftwaffe les avait attribués à des armes expérimentales alliées. Cette symétrie dans les rapports était en soi l'argument le plus solide contre toute explication d'origine humaine. Si les deux camps observaient les mêmes objets sans pouvoir les identifier et les attribuaient à l'ennemi, l'explication la plus simple était qu'ils ne provenaient de personne. Les projets Sign et Grudge de l'US Air Force, lancés en 1947 et 1948 dans le cadre des premières études systématiques des phénomènes aériens non identifiés, ont examiné les rapports et n'ont abouti à aucune conclusion. Le phénomène du feu de Saint-Elme, une décharge électrostatique lumineuse documentée sur des structures métalliques dans des conditions atmosphériques spécifiques, pourrait expliquer certaines observations, mais pas celles où les objets montraient un comportement actif et soutenu, indépendant de l'avion observateur. Les Foo Fighters restent, en termes strictement documentaires, un phénomène vérifié sans explication établie. La machine qui a fonctionné mais qui n'aurait pas des deux fonctionné, Hans Koller. Il existe des expériences scientifiques qui sont répliquées, vérifiées, publiées et comprises. Et puis il y a le cas de Hans Koller. En 1923, Koller a commencé à travailler sur ce qu'il appelait un appareil pour générer de l'énergie électrique. Pendant 3 ans, son dispositif a été examiné par une série de scientifiques et d'ingénieurs qui ont observé, avec un étonnement considérable, que l'invention de Koller produisait un excédent d'énergie ou une multiplication de l'énergie. Il ne pouvait pas comprendre comment ni pourquoi cela fonctionnait. Koller lui-même ne pouvait pas l'expliquer. En 1925, Koller déposa une demande de brevet, mais celle-ci fut rejetée car son invention fut classée comme une machine à mouvement perpétuel. Il abandonna temporairement le projet après avoir échoué à trouver un financement pour de nouveaux tests et son développement. Cependant, en 1933, le nouveau gouvernement nazi, plus réceptif aux idées scientifiques non orthodoxes, lui accorda des financements et des installations de recherche. Le premier dispositif fut le Magnetstromapparat, développé en 1933, initialement avec l'aide de Willy von Unruh, auquel se joignit ensuite Franz Heide de Siemens-Schuckert.
Hyde construisit un modèle suivant les instructions de Köhler en décembre 1933 qui fonctionna avec succès. D'autres modèles furent ensuite examinés par 2 scientifiques supplémentaires qui confirmèrent également qu'ils fonctionnaient. Un exemple du dispositif de Köhler fut enfermé dans une pièce pendant 3 mois et continua de fonctionner. Le Magnetstrom apparat se composait de 6 aimants, enroulés de manière à ce que le circuit inclue à la fois les aimants et la bobine de fil. Ils étaient disposés en hexagone et reliés à un circuit incluant 2 condensateurs, un interrupteur et 2 bobines solénoïdes, l'une glissant à l'intérieur de l'autre. L'interrupteur était laissé ouvert et les aimants légèrement séparés. La bobine glissante était ajustée jusqu'à ce qu'un signal apparaisse sur le voltmètre, après quoi l'interrupteur était fermé. Graduellement, la puissance augmentait jusqu'à un niveau maximal de 12 watts. Ni Köhler ni aucun des autres scientifiques et ingénieurs ayant testé l'appareil ne pouvaient expliquer comment et pourquoi il fonctionnait. En 1937, une version plus grande produisait 6 kW. En 1943, le département de recherche de l'OKM, le haut commandement de la marine allemande, testa l'appareil. En 1945, le Stromerzeuger fut détruit lors d'un bombardement allié. À la fin de la guerre, Köhler fut interrogé par les autorités britanniques. Sa seule suggestion fut qu'il extrayait peut-être de l'énergie d'une source inconnue pour laquelle il proposa le nom de Römenergie, l'énergie de l'espace. Des scientifiques allemands et britanniques purent tester et observer le fonctionnement de l'appareil sans pouvoir l'expliquer. Il n'existe aucun enregistrement indiquant que le phénomène ait été reproduit depuis, ni qu'il ait été définitivement réfuté. L'homme qui n'a jamais existé, la véritable identité du Major Martin. C'était un cadavre sans nom. Il a été enterré avec des honneurs militaires sous une identité fabriquée et a changé le cours de la guerre. L'idée originale venait d'Ian Fleming, celui-là même qui créera plus tard le personnage de James Bond, dans un mémorandum daté du 29 septembre 1939, bien qu'il ait été signé par son supérieur. Fleming proposa de placer des documents falsifiés sur un cadavre que l'ennemi découvrirait. L'idée a été reprise en 1942 par Charles Cholmondeley du MM5 et Ewen Montagu du renseignement naval, qui commencèrent à examiner des façons de la mettre en œuvre. En janvier 1943, les Alliés se sont mis d'accord lors de la conférence de Casablanca pour envahir la Sicile avant juillet de cette année-là. Churchill voulait tromper les Allemands sur l'objectif réel. Le plan a été grandement facilité par la nervosité de Hitler concernant les Balkans. La majeure partie du pétrole allemand et de nombreuses autres matières premières provenaient de cette région, et s'il perdait le contrôle de ses approvisionnements, sa position militaire serait gravement affaiblie. Le renseignement britannique renforça ses craintes en créant un groupe fictif d'armées au Caire et en menant des manœuvres en Syrie avec des tanks factices. Le 28 janvier 1943, le médecin légiste Bentley Purchase trouva un corps approprié. Il fut doté d'une identité fictive. Le capitaine, agissant comme commandant, William Martin, présenté comme un marine royal affecté au quartier général des opérations combinées. Une employée du MI5 nommée John Leslie posa comme sa fiancée fictive Pam 2 lettres d'amour écrites en son nom, un faux reçu pour une bague de fiançailles, des lettres de son père, un avocat et une réclamation bancaire pour découvert furent ajoutés. À cela s'ajoutèrent les faux documents opérationnels indiquant l'invasion de la Grèce et des Balkans, mentionnant la Sicile seulement comme couvercle. Le sous-marin Seraph partit le 19 avril 1943, arrivant sur la côte de Huelva le 29 avril. Le matin suivant, le cadavre fut jeté à la mer. Le même matin, un pêcheur espagnol trouva le corps. Les documents arrivèrent à Berlin le 8 mai. Lors d'une réunion avec Hitler, l'amiral Dönitz déclara « Le Führer ne croit pas que le point d'invasion le plus probable soit la Sicile. Il pense que les documents découverts confirment l'hypothèse que les attaques seront principalement dirigées vers la Sardaigne et le Péloponnèse. » Hitler transféra une division blindée à Thessalonique, doubla la force allemande en Sardaigne et relocalisa des sous-marins de Sicile en Grèce. Lorsque les Alliés envahirent la Sicile le 9 juillet, Hitler continua de considérer cela comme une diversion presque jusqu'à la fin du mois de juillet. L'opération Mannsmith avait parfaitement fonctionné. La question qui reste sans réponse définitive est « Qui était vraiment le Major Martin ?» Il existe au moins 3 candidats documentés.
Le premier est le marin Tom Martin du HMS Dasher. Le second est John Melville, un autre marin du même navire, qui a été officiellement nommé lors d'un service commémoratif en 2004. Le troisième candidat est le vagabond gallois Glyndwr Michael, dont la cause de la mort, une dose minimale de rodenticide au phosphore qui a détérioré la fonction du foie, correspond à un mémorandum de Montagu qui décrit exactement ces circonstances. Montagu a également décrit le cadavre comme un anonyme et a déclaré que la seule chose qui valait la peine qu'il fasse dans sa vie, il l'a fait après sa mort. Ces mots ne semblent pas être ceux d'un marin mort dans une explosion. Le commandant du sous-marin qui l'a transporté considérait hautement improbable qu'un vagabond ait été utilisé. Le mystère de l'identité de l'homme qui n'a jamais été reste non résolu. Le trésor de Yamashita, 100 milliards enterrés aux Philippines. Le général Tomoyuki Yamashita, surnommé le Tigre de Malaisie pour sa conquête de Singapour en février 1942, une opération dans laquelle 130 000 soldats britanniques se rendirent à une force japonaise numériquement inférieure, commandait les forces japonaises aux Philippines lorsque le général Douglas MacArthur commença la reconquête de l'archipel en octobre 1944. Ce qui fait de Yamashita le centre de l'un des plus grands mystères économiques de toute la guerre n'est pas sa défaite, mais ce qui, selon des décennies de recherches ultérieures, aurait été sous sa garde durant ces derniers mois. Depuis 1937, l'armée impériale japonaise avait pillé systématiquement les territoires qu'elle occupait en Asie, Chine, Malaisie, Indonésie, Birmanie, Philippines, sous la supervision directe du prince Yasuhito Chichibu, frère de l'empereur Hirohito, à travers une organisation connue en interne sous le nom de Kin no Yuri, le lys d'or. L'objectif était de centraliser les produits du pillage provenant des banques centrales, musées, collections privées, temples et réserves militaires dans toute l'Asie occupée et de les transférer au Japon pour financer la poursuite de la guerre. À partir de 1943, et avec plus d'urgence en 1944, lorsque la marine américaine commença à dominer le Pacifique et que les navires japonais ne pouvaient plus naviguer en toute sécurité, la solution adoptée fut de cacher le matériel dans des territoires encore contrôlés par le Japon, principalement sur les îles Philippines qui disposaient d'un réseau de grottes naturelles et de tunnels volcaniques adaptés à cet effet. Les estimations de la valeur du trésor varient énormément selon la source et la méthodologie, mais les chercheurs les plus rigoureux, parmi lesquels les journalistes Sterling et Peggy Seagrave, dans leur étude de 2003, Gold Warriors, estiment que le volume de métaux précieux, de bijoux et d'œuvres d'art transportés aux Philippines pourrait atteindre une valeur équivalente à entre 100 000 et 200 000 milliards de dollars actuels. Ce chiffre repose sur une base documentaire partielle. Les archives déclassifiées du département de la guerre des États-Unis indiquent qu'en 1945, des agents du Bureau des services stratégiques, OSS, ont localisé et accédé à plusieurs dépôts dans les montagnes de Luzon. Ce qui est arrivé avec ce matériel est ce que les Seagraves et d'autres chercheurs décrivent comme l'une des opérations secrètes les plus significatives de la période d'après-guerre. Selon cette hypothèse, une partie substantielle de l'or récupéré a été utilisée par les services de renseignement américains pour financer des opérations anticommunistes en Asie, pendant la guerre froide, hors de tout contrôle budgétaire du Congrès, dans un fonds qui aurait été appelé le fonds Monsieur Rogelio Roxas, un Philippin qui affirma avoir trouvé une chambre souterraine près de Baguio en 1971 contenant un Bouddha en or massif et plusieurs conteneurs métalliques, fut arrêté par les autorités du président Ferdinand Marcos qui confisqua les matériaux et l'emprisonna. Roxas poursuivit ensuite les héritiers de Marcos devant les tribunaux d'Hawaï et obtint en 1996 un jugement de 40,5 milliards de dollars, réduit en appel mais jamais perçu. Le jugement n'établit pas l'existence du trésor complet, mais confirma la responsabilité de Marcos dans le vol des matériaux que Roxas avait trouvés. Yamashita se rendit le 2 septembre 1945, fut jugé par un tribunal militaire à Manille, condamné pour crime de guerre, et exécuté le 23 février 1946. Il ne révéla rien sur aucun dépôt. Les montagnes de Luzon ont fait l'objet de fouilles illégales continues depuis les années 1950 avec des victimes documentées à cause d'éboulements et de pièges.
Ce qui reste caché en elle, s'il en reste quelque chose, reste indéterminé. L'espion qui parlait dans les deux camps, l'amiral Canaris. Le bloc Bendler à Berlin se trouve sur une rue qui a été renommée en l'honneur de Klaus von Stauffenberg, l'un des leaders de l'attentat à la bombe de juillet 1944 qui faillit tuer Hitler. Pendant la guerre, c'était le quartier général de la Kriegsmarine allemande. Au centre commémoratif de la résistance allemande, situé sur le même site, un nom brille par son absence, l'amiral Wilhelm Canaris, chef du renseignement militaire allemand. Homme exceptionnellement rusé, dévoué et impitoyable, Canaris apparut totalement engagé dans les politiques de Hitler jusqu'en 1937, moment où ses points de vue commencèrent à changer. Il vit que le leader nazi mettait en danger la sécurité de son pays en risquant une guerre mondiale dans laquelle Canaris ne voyait que la défaite allemande comme résultat inévitable. Depuis sa position de chef du renseignement militaire, il protégea de nombreux membres de la résistance en Allemagne, employa même des Juifs comme agents dans son réseau et ferma les yeux sur les activités de certains de ses agents lorsqu'ils sortaient clandestinement des Juifs d'Allemagne pour les mettre en sécurité. Il refusa également de laisser travailler des membres du parti nazi pour son réseau de renseignement. Au début de la guerre, Hitler nourrissait de grands espoirs que l'Espagne permettrait le passage des troupes allemandes pour capturer Gibraltar. Canaris utilisa son amitié personnelle avec Franco pour se rendre en Espagne et persuader le caudillo de résister aux exigences nazies. Si Gibraltar était tombé, le résultat aurait été catastrophique pour la Grande-Bretagne. La Méditerranée aurait été dominée par les puissances de l'Axe. Malte et l'Égypte auraient été indéfendables. Les lignes d'approvisionnement de Rommel en Afrique du Nord auraient été imbattables. Sir Stuart Menzies, chef du M1-6, remarqua que le renseignement militaire allemand semblait transmettre des informations aux ennemis du pays. Était-ce des informations fiables ou de la désinformation délibérée? Le passé de Canaris en tant que maître de la désinformation compliquait sa crédibilité aux yeux du M6. Les deux hommes se rencontrèrent à plusieurs reprises pendant la guerre au Portugal et en Espagne, mais ce qu'ils ont discuté n'a jamais été révélé. Une possibilité intrigante est que Canaris ait été impliqué dans des opérations secrètes conjointes avec le MI6. Il est connu que dans l'attentat à la bombe de juillet 1944, des explosifs et des détonateurs britanniques ont été utilisés. Canaris insista dès 1938 sur l'importance d'assassiner Hitler. Il est également suspecté d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de Heydrich à Prague en 1942, une mort qui libéra étonnamment l'amiral d'une pression devenant insoutenable. Après l'échec de l'attentat de juillet 1944, Canaris fut arrêté, emmené au siège de la Gestapo Prinz Albrechtstraße et brutalement torturé. Le 9 avril 1945, il fut sorti de sa cellule au camp de concentration de Flossenbürg et pendu. Son message d'adieu à un camarade de prison qui survécut, l'ex-directeur du renseignement militaire danois, disait « Je n'ai rien fait contre l'Allemagne. Si tu survives, dis-le à ma femme. » Le qualifier d'agent double serait aussi simpliste et trompeur que de l'appeler traître. C'était un patriote qui croyait que seule la destruction de Hitler et des nazis pouvait sauver le pays qu'il aimait. Le sous-marin qui a traversé l'Atlantique sans être détecté, l'U-977. Lorsque le grand amiral Karl Dönitz, nommé successeur de Hitler dans le testament politique du Führer, prit la tête de l'État allemand et ordonna la capitulation générale, la Kriegsmarine transmit l'ordre Regenbogen à tous les U-boots en mer pour qu'ils se sabordent et évitent la capture. Cet ordre fut exécuté par 221 sous-marins dans les ports allemands et norvégiens. Cependant, parmi les quelques 40 U-boots qui se trouvaient dans l'Atlantique à ce moment-là, tous ne réagirent pas de la même manière. Le U-977, commandé par le lieutenant Heinz Schäfer, avait quitté Kiel le 2 mai 1945. Lorsqu'il reçut l'ordre de capitulation, Schäfer réunit son équipage et offrit aux hommes ayant des familles en Allemagne la possibilité de débarquer en Norvège. 16 membres d'équipage choisirent de débarquer sur la côte norvégienne de Holsnøy le 10 mai. Les 33 autres continuèrent avec Schäfer dans une traversée immergée qui dura 66 jours consécutifs sans contact avec la surface, traversant l'Atlantique et arrivant à Mar del Plata le 17 août 1945.
Il s'agissait de la période d'immersion continue la plus longue jamais enregistrée à l'époque pour un sous-marin conventionnel, rendu possible grâce au système de snorkel permettant de recharger les batteries sans émerger complètement. Les interrogatoires menés par la marine américaine pendant plusieurs semaines à Buenos Aires cherchèrent spécifiquement des preuves que le U-977 avait transporté des passagers de haut profil, peut-être incluant Hitler, dont le corps n'avait pas été identifié de manière concluante par des moyens forensiques à l'époque. Schaeffer nia cela et l'enquête ne trouva aucune preuve de passagers non déclarés. Cependant, le cas du U-977 démontra quelque chose avec des implications dépassant son propre voyage. Qu'à l'été 1945, avec toute la surveillance anti-sous-marine alliée déployée dans l'Atlantique, un U-boot pouvait traverser l'océan sans être détecté. Le U-530, qui était arrivé à Mar del Plata le 10 juillet 1945, 5 semaines avant le U-977, avec un équipage réduit par rapport à son effectif complet et sans explication satisfaisante pour plusieurs mois d'activité non documentée, ne fut jamais enquêté avec la même rigueur que le U-977. Le commandant Otto Wermuth se débarrassa du canon de pont. Le journal de bord était absent et l'équipage ne portait aucune forme d'identification. Les archives de renseignement argentines de la période 1945 à 1950 restent largement inaccessibles aux chercheurs externes. Wermuth emporta son secret dans sa tombe. Projet Ries, le train nazi qui aurait pu exister. Le 12 janvier 1945, le maréchal Georgi Zhukov lança l'opération Vistule-Oder depuis les têtes de pont soviétiques sur le fleuve Vistule avec une concentration de forces sans précédent sur le front de l'Est, 163 divisions, plus de 32 000 pièces d'artillerie et 6 500 tanks. En 18 jours, l'armée rouge avança de 500 km et établit des positions à moins de 80 km de Berlin. Cette offensive transforma la Silésie, la région représentant 25% de la production industrielle du Reich en 1944, selon les archives du ministère des Armements d'Albert Speer, en territoire qui était sur le point d'être perdu de manière irréversible. C'est durant cette période précise, de la mi-janvier au premier jour de février 1945, que la machine d'évacuation nazie fonctionna à pleine capacité dans les montagnes des Sudètes. Sous ces montagnes existe un système de structures souterraines dont la construction commença en 1943 sous le nom de code Projet Ries. L'organisation Todt supervisa la construction en utilisant de la main-d'œuvre des sous-camps du complexe de Grossrosen. Des archives partiellement conservées du camp principal indiquent qu'entre 1943 et 1945, entre 13 000 et 15 000 prisonniers travaillaient simultanément sur les différents fronts de fouilles, avec un chiffre total estimé de plus de 30 000 personnes. Les taux de mortalité étaient extrêmement élevés. Le système comprend au moins 7 complexes souterrains distincts dans un rayon de 30 km autour de la ville de Wałbrzych, avec une zone fouillée que des ingénieurs polonais estimèrent dans les années 1960 à plus de 9 km de galeries. Son but officiel n'a jamais été défini dans aucun document survivant. Ce qui existe, c'est un document notarié signé à Rockwar en 1946 par Tony Serling et Rudolf Buschka, 2 anciens employés de l'administration minière régionale. Ils témoignèrent devant notaire qu'ils avaient participé au chargement et au scellement d'un convoi ferroviaire dans les tunnels du système Ries dans les derniers jours de janvier 1945, lorsque l'avance soviétique rendait imminente la chute de Breslau. Selon leurs témoignages, le train transportait des barres d'or du Reichsbank, de l'art confisqué dans les territoires occupés et des documents stratégiques de haute classification. Ils décrivirent le scellement de l'entrée avec des explosifs et la destruction ultérieure des registres de l'opération. En septembre 2015, Piotr Koper et Andreas Richter présentèrent aux autorités de Wałbrzych des images de géoradar qui, selon eux, montraient la silhouette d'un véhicule blindé sur rail à environ 9 mètres de profondeur. Le gouvernement polonais mobilisa des équipes de l'Institut géologique national. Les fouilles, menées entre 2016 et 2017, ne découvrirent aucune structure métallique. Les géologues déterminèrent que les anomalies correspondaient à des poches d'air et à des changements de densité du sol. Cependant,
Ce résultat négatif à un point spécifique ne clôt pas la question concernant l'ensemble du système. Les archives du NK-5D soviétiques partiellement déclassifiées après 1991 incluent des rapports documentant des recherches de dépôts souterrains dans la région de Silésie entre 1945 et 1947, recherches qui n'aboutirent également à aucun résultat enregistré. Le fait que les soviétiques eux-mêmes aient consacré des ressources à cette investigation pendant 2 ans indique que la possibilité était jugée suffisamment sérieuse pour mériter une action. La chambre disparue, la chambre d'ambre. Elle a été conçue en 1701 par le sculpteur Andreas Schlüter sur commande du roi Frédéric Ier de Prusse. Sa construction a duré plus d'1 décennie et a impliqué des maîtres artisans danois sous la supervision de Gottfried Wolfram et a consommé environ 6 tonnes d'ambre baltique sculptée en plus de 100 000 pièces individuelles assemblées dans des cadres en or et des miroirs. En 1716, Frédéric Guillaume Ier la céda au tsar Pierre le Grand en guise de geste diplomatique pendant les négociations pour l'Alliance du Nord contre la Suède. Des artisans prussiens mirent encore 10 ans pour l'installer définitivement au palais de Catherine à Tsarskoe Selo, à 25 km au sud de Saint-Pétersbourg, où elle resta pendant plus de 2 siècles. Lorsque les forces du groupe d'armée Nord capturèrent Tsarskoe Selo le 17 septembre 1941, les conservateurs soviétiques avaient déjà tenté d'évacuer la salle. L'ambre, après plus de 200 ans d'exposition à des variations de température et d'humidité, était extrêmement fragile. Plusieurs panneaux s'étaient fissurés lors des premières tentatives de démontage. Les soldats de la 58e division d'infanterie de l'armée allemande les identifièrent malgré le camouflage en papier peint. En moins de 40 heures, les panneaux furent démontés et emballés dans 27 caisses. Ils arrivèrent à Königsberg le 13 octobre 1941 et furent installés dans le château de la ville sous la supervision d'Alfred Rode, directeur du musée municipal, où ils furent exposés publiquement jusqu'en 1944. Le bombardement de la RAF sur Königsberg les 26 et 27 août 1944 détruisit environ 80% du centre historique de la ville. Rode informa en octobre que les panneaux avaient survécu dans le sous-sol du château, mais ses communications avec le ministère de la Culture du Reich devinrent de plus en plus évasives concernant leur état exact. Lorsque les soviétiques prirent Königsberg le 9 avril 1945 après 4 jours de combats urbains, des enquêteurs de la Trophy Model, l'unité de l'armée rouge chargée de récupérer des œuvres d'art, enregistrèrent le sous-sol du château et ne trouvèrent que de petits fragments. Rode mourut de la typhus en décembre 1945. Son collègue Paul Feyerabend, qui avait également travaillé sur les panneaux, mourut dans des circonstances non expliquées peu après. En 1997, un mosaïque de pierres semi-précieuses qui faisait partie de la collection fut récupéré en Allemagne, obtenu des héritiers d'un ancien soldat allemand, confirmant qu'au moins une partie du matériel avait quitté Königsberg avant ou pendant les dernières batailles. La reconstruction complète, inaugurée en 2003 à Tsarskoe Selo, financée conjointement par la Russie et l'Allemagne avec un investissement de 11 millions de dollars et 24 ans de travail, n'a pas résolu la question historique. Les originaux, s'ils ont survécu, n'ont pas été retrouvés. Les bases météorologiques nazies dans l'Arctique. Dans l'Arctique lointain, l'Allemagne a établi des stations météorologiques clandestines dont l'importance stratégique était bien plus grande que ce que leur fonction météorologique officielle laissait entendre. La dépendance stratégique de la marine allemande vis-à-vis des données météorologiques arctiques était une conséquence directe de la géographie de l'Atlantique Nord. Les systèmes de basse pression qui déterminaient les conditions le long des routes des convois alliés entre l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne se formèrent dans l'Arctique et se déplacèrent vers l'Est avec un délai de 2 à 4 jours. Celui qui contrôlait les stations d'observation dans l'archipel de Svalbard, en terre de François-Joseph ou sur la côte nord du Groenland, avait un avantage informationnel sur l'ennemi. L'Allemagne perdit cet avantage lorsque la Grande-Bretagne occupa l'Islande en mai 1940, coupant le flux de données météorologiques de l'Atlantique occidental vers les centres d'analyse allemands. La réponse fut la création d'un réseau de stations clandestines opérées par des équipes de 15 à 25 hommes qui transmettaient des données chiffrées en utilisant le code Enigma naval.
Entre 1941 et 1945, la Kriegsmarine et le service météorologique du Reich établirent au moins 12 stations dans des territoires arctiques reculés. La station Schatzgräber, installée en septembre 1943 sur l'île Alexander de l'archipel russe de terre de François-Joseph, à 900 km du pôle Nord, était la plus septentrionale. Elle était opérée sous le commandement du météorologue Wilhelm Deege, avec une garnison de 21 hommes. Son équipement incluait des instruments météorologiques standards, mais aussi un système de communication haute fréquence dont la puissance d'émission, selon l'inventaire récupéré par des explorateurs norvégiens en 1951, était nettement supérieure à celle nécessaire pour transmettre des données météorologiques. Deege fut évacué en août 1944 après que plusieurs membres de la garnison eurent subi de graves intoxications après avoir consommé de la viande d'ours polaire mal conservée. Il fut le dernier officier allemand à se rendre formellement après la fin de la guerre. Il le fit le 4 septembre 1945, 4 mois après la capitulation allemande, à un bateau norvégien de chasseurs de phoques, car aucune force militaire alliée n'était arrivée à sa position. Les documents que Deege conserva et publia partiellement dans ses mémoires de 1954 montrent que la station recevait, en plus des instructions météorologiques, des communications chiffrées dont le contenu n'a jamais été entièrement révélé. Les archives capturées par les Alliés indiquent l'existence d'installations arctiques avec des inventaires de matériel disproportionnés pour une fonction purement météorologique. La possibilité que certaines de ces bases aient servi de point de soutien pour des sous-marins ou comme relais pour des communications chiffrées destinées à des opérations en Amérique du Nord n'a pas encore été établie ni définitivement écartée. L'homme qui a unifié la résistance et a été trahi, Jean Moulin. Le 17 juin 1940, le jour où le maréchal Pétain annonça à la radio qu'il demandait un armistice avec l'Allemagne, Jean Moulin était le préfet le plus jeune de France. Il avait 41 ans et administrait le département d'Eure-et-Loir depuis Chartres. Le lendemain, un officier de la Wehrmacht lui présenta un document attribuant un massacre de civils, qui avait en réalité été commis par des forces allemandes, à des soldats sénégalais de l'armée coloniale française. Moulin refusa de le signer, fut arrêté et frappé. Cette nuit-là, il tenta de se suicider en se tranchant le cou avec un morceau de verre. Il survécut. En septembre 1941, il se rendit à Lisbonne avec de faux documents et de là se dirigea vers Londres, où il rencontra De Gaulle le 25 octobre. De Gaulle lui confia la mission la plus difficile du moment, unifier sous l'autorité de la France libre les différents mouvements de résistance en France qui opéraient de manière totalement indépendante et, dans certains cas, avec des objectifs politiques incompatibles. Combat, libération et francs-tireurs dans la zone sud, le Front national communiste, défense de la France et d'autres groupes dans la zone nord. Moulin fut parachuté en Provence dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942 sous le nom de code Rex et avec la couverture d'un marchand d'art. Ce qu'il réussit à accomplir en 16 mois fut la création du Conseil national de la résistance qui tint sa première réunion le 27 mai 1943 dans un appartement à Paris. C'était la première fois que des représentants des 8 principaux mouvements de résistance, des 2 principaux syndicats clandestins et des 6 partis politiques opérant semi-publiquement se réunissaient sous une direction coordonnée. C'était exactement le type de structure unifiée que la Gestapo et le SD avaient tenté d'empêcher pendant 2 ans. Moins d'un mois plus tard, le 21 juin 1943, Moulin assista à une réunion de la direction de la résistance dans le cabinet du médecin Frédéric Dugoujon à Caluire-et-Cuire, en périphérie de Lyon. La Gestapo arriva pendant que la réunion était encore en cours. Klaus Barbie, l'officier SS qui dirigeait la 4e section de la Gestapo à Lyon, supervisa personnellement les interrogatoires. Moulin fut identifié en dernier, selon des témoignages ultérieurs, et transféré à la prison de Montluc. Barbie le tortura jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il fut transporté en train vers l'Allemagne. Il mourut le 8 juillet 1943, probablement à la gare de Metz ou à bord du train sans avoir repris connaissance. Il avait 44 ans. La question de savoir qui avait trahi la réunion de Caluire pesa pendant des décennies sur René Hardy. Hardy,
leader du réseau de sabotage ferroviaire de la résistance fer, avait été arrêté par la Gestapo de Barbie le 7 juin 1943 et libéré sans inculpation apparente 4 jours plus tard, ce qui, dans la pratique de la Gestapo, était presque impossible sans un quelconque accord. Il assista à la réunion de Caluire sans y avoir été initialement convoqué et fut le seul participant à s'échapper pendant la rafle, sautant par une fenêtre après avoir été blessé au bras. Il fut jugé et acquitté en 1947 et à nouveau en 1950, à chaque fois pour insuffisance de preuves. Il nia avoir collaboré avec la Gestapo jusqu'à sa mort en 1987. Les archives de la Gestapo de Lyon furent détruites par les Allemands eux-mêmes avant la libération de la ville en septembre 1944. L'identité du traître ne pourra pas être prouvée judiciairement. La blessure reste ouverte. Le général nazi qui n'a jamais été affiché, Hans Kammler. Il est assez possible que le SS général Hans Kammler ait survécu à la guerre. Comme pour Bormann, les récits de la supposée mort de Kammler en mai 1945 sont incohérents et contradictoires, et son corps n'a jamais été retrouvé. Kammler était un ingénieur civil dont les principales responsabilités étaient les projets de construction. Le 1er mars 1932, il adhéra au parti nazi et, une fois Hitler devenu chancelier, il commença à organiser des projets de construction nazis. En mai 1933, Kammler rejoignit les SS où il trouva rapidement les faveurs de Himmler. Il fut rapidement promu au sein de l'organisation et, en juin 1941, il fut chargé de la construction, du développement et de l'extension des camps de concentration, y compris leur dotation en chambres à gaz et crématoires. Il supervisa également la construction d'installations souterraines pour les fusées V2 et les avions à réaction ME-262 à Mauthausen, ainsi que le réseau souterrain inachevé dans les montagnes de Silésie. Il fit un usage extensif du travail forcé, avec 4 millions de travailleurs sous son contrôle. Il figurait sur la liste des criminels de guerre nazis les plus recherchés. Les versions contradictoires de sa mort en mai 1945 se multiplient. L'une le place mort dans un bunker capturé par les troupes britanniques près de Lübeck le 4 avril. Une autre le situe à Prague, se tirant une balle dans la tête dans une forêt en dehors de la ville. Une troisième le montre prenant du cyanure le 7 mai. Son chauffeur, Kurt Pröck, fit une déclaration sous serment devant un tribunal de Berlin, mais en 1959, il contrada cette même déclaration sous serment. Un autre chauffeur, Heinz Zöllner, donna sa propre version qui ne correspondait pas non plus aux détails des autres. L'idée que Kammler ait été récupéré par les Alliés dans le cadre de l'opération Paperclip a reçu un soutien solide grâce au témoignage de John Richardson, fils de Donald Richardson, conseiller personnel d'Eisenhower, et aux archives américaines récemment déclassifiées. Selon ces sources, les Américains capturèrent Kammler et le CIC, le corps de contre-espionnage, l'interrogea. Donald Richardson fut chargé de sa déclassification. Dans le documentaire télévisé sur le cas, John Richardson révéla que son père avait été chargé de sortir Kammler d'Allemagne et de lui donner une nouvelle identité. Comme Richardson l'a dit au réalisateur du documentaire, cet ingénieur a apporté un trésor spécial du Troisième Reich aux États-Unis. Il a offert des armes modernes en échange. S'il a échappé, il était capable de disparaître dans l'anonymat, comme l'ont fait Eichmann et Mengele. La vérité sur le destin du maître des esclaves Kammler restera probablement toujours un mystère. La bombe dans la cave, le brasseur qui a failli changer le cours de l'histoire. La nuit du 8 novembre 1939 changea le cours de la Seconde Guerre mondiale, bien que personne ne le sût avant bien plus tard. À 21h20, une bombe explosa à la Bürgerbräukeller de Munich, tuant 8 personnes et en blessant plus de 60. Hitler avait terminé son discours à 21h07 et était parti 13 minutes avant l'explosion. 13 minutes. La marge entre la mort du dictateur et la poursuite de la guerre. La bombe fut construite et placée par Georg Elser, un menuisier communiste de 36 ans qui commença ses préparatifs en 1938 en volant des explosifs de l'usine d'armement où il travaillait. Il acquit 250 paquets de poudre à travers ce processus. Sachant qu'Hitler ne manquait jamais l'événement annuel commémorant le putsch raté de novembre 1923,
Il se rendit à Munich, inspecta la salle de la brasserie et examina soigneusement les méthodes possibles pour y placer une bombe. Elser décida que le meilleur endroit pour cacher ces explosifs était une colonne directement derrière le podium d'où Hitler parlait. La bombe devrait être déclenchée par un minuterie à horlogerie et non par une mèche. Depuis août 1939, il travaillait nuit après nuit sur la colonne, retirant une section carrée de 80 cm du revêtement en bois. Il travaillait à genoux pour les vider et se débarrassait des débris après chaque session. Chaque nuit, il se cachait dans la brasserie jusqu'à sa fermeture et commençait alors son long et minutieux travail. Dans les premières heures du matin du 6 novembre 1939, il avait terminé ses préparatifs. Le minuteur avait été réglé pour 21h20 le 8 novembre. Les questions qui persistent ne concernent pas qui l'a fait, car cela est parfaitement documenté. Elles concernent pourquoi cela a échoué de manière aussi improbable. Hitler partit de manière inattendue plus tôt parce que le brouillard dense rendait impossible le vol vers Berlin et il voulait prendre le train cette nuit-là pour reprendre les plans d'invasion. La sécurité de la brasserie cette année-là était notoirement laxiste car le chef de la sécurité désigné, Christian Weber, était devenu un homme paresseux et hédoniste qui ne se donnait tout simplement pas la peine de remplir ses devoirs. Aucune revue de sécurité n'avait été effectuée par Weber et son indolence faillit coûter la vie à Hitler. Un seul homme, travaillant seul pendant 35 nuits, fut à 13 minutes de modifier définitivement l'histoire. Elser fut interrogé par la Gestapo sous torture, hypnose et drogue de la vérité. Il insista à tout moment qu'il avait agi seul. Himmler lui-même, qui l'interrogea personnellement, finit par accepter que le menuisier allemand disait la vérité. Le 9 avril 1945, 16 jours avant la défaite finale du Reich, Georg Elser fut sorti de sa cellule du camp de concentration de Dachau et fusillé. Il avait survécu 5 ans et demi de captivité, étant maintenu dans des conditions relativement confortables en tant que prisonnier spécial dont le régime attendait quelque chose qui ne vint jamais. Les fossiles volés à la veille de la guerre. L'homme de Pékin. L'une des découvertes fossiles humaines les plus importantes jamais réalisées disparut lors des premiers jours chaotiques de la guerre du Pacifique et n'a jamais été récupérée. Les premiers fossiles de Sinanthropus pekinensis, aujourd'hui classés comme Homo erectus pekinensis, furent découverts dans la grotte de Zhukudian, à 45 km au sud-ouest de Pékin, en 1923. Entre cette année-là et 1937, des fouilles menées successivement par les paléontologues canadiens Davidson Black et allemand Franz Weidenreich mirent à jour les restes de 45 à 50 individus distincts, 14 crânes partiels ou complets, 12 mâchoires, 147 dents isolées et plusieurs os post-crâniens. C'était l'échantillon d'Homo erectus le plus complet connu au monde et le matériel primaire sur lequel reposait la compréhension scientifique de cette étape de l'évolution humaine. Weidenreich, qui avait quitté l'Allemagne en 1934 en raison des lois d'exclusion raciale, réalisa des moulages en plâtre de tous les spécimens entre 1937 et 1941, qui sont désormais conservés au Musée américain d'histoire naturelle à New York. Sans ces moulages, la perte scientifique aurait été totale et irréversible. Lorsque l'armée impériale japonaise occupa la région de Pékin en juillet 1937, la sécurité des fossiles devint une préoccupation opérationnelle pour le collège médical de l'Union de Pékin, géré par la fondation Rockefeller. Le directeur, le Dr Henry H. Houghton, négocia pendant 4 ans avec le département d'État des États-Unis pour trouver une solution. En novembre 1941, alors que les relations entre Washington et Tokyo se détérioraient rapidement, la décision fut prise d'expédier les fossiles vers les États-Unis à bord du SS Président Harrison depuis le port de Qinhuangdao. Les caisses furent remises au colonel William Ashurst, commandant du détachement de marine à Pékin, le 5 décembre 1941. Le 8 décembre, le Japon déclara la guerre aux États-Unis et les troupes japonaises capturèrent les marines à Qinhuangdao avant qu'ils ne puissent embarquer. Les caisses avaient disparu. Le colonel Ashurst, interrogé pendant sa captivité et à nouveau après la guerre, déclara que les caisses avaient été chargées dans un train à destination du port, mais il ne put confirmer si elles avaient réellement été embarquées.
Le SS président Harrison fut capturé par les Japonais le 8 décembre au large de la côte chinoise et transformé en navire de transport sans qu'aucune trace des fossiles ne soit retrouvée à bord. En 1972, l'homme d'affaires américain Christopher Janus offrit publiquement une récompense de 150 000 $ pour toute information sur leur emplacement, ce qui conduisit à plusieurs fausses pistes, y compris une tentative d'extorsion avec un prétendu crâne original qui s'avéra être une copie. Les enquêtes menées par le gouvernement chinois en 2012 et 2016 dans la zone de l'ancien quartier des Marines à Qinhuangdao n'ont rien trouvé. Les fossiles originaux, s'ils ont survécu au chaos de décembre 1941, restent introuvables après plus de 80 ans de recherches intermittentes. La fuite vers l'Écosse. L'énigme de Rudolf Hess. Le 10 mai 1941, à 17h45, Rudolf Hess, troisième homme en rang du Reich en termes de protocole, prit seul l'avion depuis l'aérodrome d'Augsbourg à bord d'un Messerschmitt Bf 110D modifié avec des réservoirs de carburant supplémentaires. Il vola 1400 km vers le nord, traversa la côte écossaise à basse altitude pour éviter d'être détecté par les radars et sauta en parachute près de Eaglesham, dans le Renfrewshire, lorsque l'avion manqua de carburant. Il fut arrêté par un fermier local, identifié par les autorités comme Rudolf Hess et remis sous la garde militaire britannique. Ce qui fait de ce vol l'un des mystères les plus débattus de toute la guerre, c'est la question de pourquoi il l'a fait et surtout ce qui s'est exactement passé après. La version officielle britannique, maintenue pendant des décennies et soutenue par la classification des archives pertinentes, soutient que Hess a agi de son propre chef, poussé par une personnalité de plus en plus instable et par la conviction personnelle qu'il pouvait négocier une paix séparée avec la Grande-Bretagne. Selon cette version, il fut reçu par des fonctionnaires de bas niveau, soumis à plusieurs interrogatoires où il fut incohérent et confiné comme prisonnier de guerre, ses propositions n'étant pas prises au sérieux. Le problème avec cette version est que plusieurs éléments documentaires ne correspondent pas. Hess vola directement vers les terres du duc de Hamilton, avec qui il avait entretenu une correspondance par l'intermédiaire d'un intermédiaire suédois, le professeur Karl Haushofer. Hamilton était un aristocrate écossais avec des connexions dans les cercles de l'apaisement britannique, le groupe politique qui avait poussé en faveur d'un accord négocié avec l'Allemagne jusqu'en 1939. Le fait que Hess connaissait l'emplacement exact de la propriété de Hamilton et ait pu y voler sans être effectivement intercepté soulève des interrogations sur le niveau d'avertissement préalable que les services de renseignement britanniques pourraient avoir eu. L'historien britannique John Harris, dans une enquête publiée en 2011 basée sur des archives partiellement déclassifiées, soutient que le vol de Hess faisait partie d'une opération leurre du M6 qui aurait alimenté Hess avec l'illusion qu'il existait en Grande-Bretagne un groupe prêt à négocier, dans le but d'extraire des informations sur les intentions allemandes concernant l'opération Barbarossa qui allait commencer seulement 6 semaines plus tard, le 22 juin 1941. Les archives complètes du dossier Hess dans les archives nationales du Royaume-Uni furent classifiées jusqu'en 2017, 76 ans après le vol. Lorsqu'elles furent partiellement déclassifiées, le résultat fut décevant. De nombreux documents avaient été expurgés ou étaient incomplets. Hess fut jugé à Nuremberg, condamné à la réclusion à perpétuité et confiné dans la prison de Spandau à Berlin, où il fut le seul prisonnier pendant les 20 dernières années de sa détention. Il mourut le 17 août 1987, à l'âge de 93 ans, dans des circonstances que sa famille qualifia toujours de meurtre, affirmant qu'un homme de son âge souffrant d'arthrite sévère ne pouvait s'être pendu avec un câble électrique dans la position dans laquelle il fut trouvé. L'autopsie officielle conclut à un suicide. La question de quelle proposition spécifique Hess transportait lors de ce vol et si un haut fonctionnaire britannique en prit connaissance directement reste sans réponse documentaire complète. Les fossiles d'Afrique du Nord, l'or de Rommel. L'or de Rommel est le surnom donné au trésor pillé de la communauté juive de Tunisie pendant l'occupation allemande du nord de l'Afrique. Un nom plus précis serait l'or de Roff, car le maréchal Rommel n'a rien à voir ni avec son acquisition ni avec son transfert. Le colonel SS Walter Roff a tué et pillé les Juifs qu'il a rencontrés en Tunisie
et au moins 2500 d'entre eux sont morts de ses mains. En janvier 1943, Rauf se présenta avec 2 camions remplis d'hommes armés des SS dans la ville de Gabès, en Tunisie. Il ordonna au rabbin de convoquer tous les dirigeants de la communauté juive pour écouter sa proposition. 100 juifs, rabbins, commerçants, hommes d'affaires et autres figures importantes de la communauté, se rendirent pour le rencontrer. Rauf leur offrit un choix. Sie könnten sich mit 60 Zentnern Gold freikaufen. Pour 60 quintaux d'or, vous pouvez vous acheter la liberté. Les mots non dits et vivants étaient sans doute dans l'esprit de ses auditeurs. Il leur donna un délai de 48 heures pour lui apporter l'or. 2 jours plus tard, Rauf et son escorte armée partirent avec 6 coffres d'or et des trésors. La valeur de ce butin n'a jamais été établie. Le convoi de Rauf arriva au port de Sfax 3 jours plus tard, où il fut chargé sur un bateau. Le bateau quitta le quai de commerce et sa destination était l'Italie, première étape de son voyage prévu vers l'Allemagne. La cargaison arriva à Naples, où elle fut remise à la garde de 4 officiers allemands chargés de la transporter par voie terrestre à travers l'Italie et l'Autriche jusqu'en Allemagne. Les bombardements alliés sur l'Italie et l'impopularité croissante de Mussolini rendèrent cela risqué. Une fois que le convoi arriva à Rome, il fut ordonné de transférer les caisses par mer vers la Corse. Le 16 septembre 1943, les 4 officiers appelèrent un plongeur nommé Peter Flegg. Il fut emmené en bateau pour localiser une formation rocheuse particulièrement inhabituelle sous l'eau, et ses coordonnées furent marquées sur une carte. Le 18 septembre, les 4 officiers décidèrent que les bombardements alliés et l'instabilité en Italie rendaient trop dangereux de tenter de transporter le trésor par voie terrestre. Au lieu de cela, Flegg fut ordonné de plonger avec les caisses jusqu'à la position préalablement enregistrée et de marquer l'endroit où elles avaient été déposées avec 4 bouées lestées. Il fallut 9 mètres de câble pour les fixer. Les 4 officiers furent ensuite arrêtés, jugés en cour martiale et exécutés. Flegg fut battu par les SS et emprisonné pendant 1 mois avant d'être finalement libéré. Après la guerre, Flegg tenta de retourner en Corse. Il avait pris des notes soigneuses de la position des coffres et était déterminé à réclamer le trésor pour lui-même. Après s'être approché des autorités françaises, il effectua la première de nombreuses plongées à la recherche des richesses perdues. Aucune preuve du trésor volé n'a été trouvée. En 2006, une société de télévision allemande envoya des plongeurs en Corse avec un équipement sonar pour aider à détecter tout trésor. Ce fut une expédition non autorisée et le gouvernement français les amenda et les expulsa. Leurs explorations ne découvrirent rien. En 2007, un chercheur britannique, Terry Hodgkinson, annonça son projet de rechercher le butin disparu. La valeur du trésor perdu est estimée à au moins 250 millions de livres. Ce qui reste au fond de la Méditerranée, si quelque chose reste, n'a toujours pas été trouvé. Le diplomate qui a sauvé des milliers de personnes et a été emprisonné par les Alliés, Wallenberg. Raoul Wallenberg était un architecte et homme d'affaires suédois de 32 ans, sans expérience diplomatique préalable, lorsqu'il fut recruté en juin 1944 par le Conseil des réfugiés de guerre des États-Unis, une organisation créée par Roosevelt en janvier de cette année pour tenter de stopper l'extermination des Juifs européens, après que l'administration eut reçu une confirmation documentée de ce qui se passait dans les camps de concentration. Wallenberg arriva à Budapest le 9 juillet 1944 en tant que secrétaire de la légation suédoise, 2 mois après que les forces allemandes occupèrent la Hongrie le 19 mars 1944 et commencèrent à déporter les Juifs hongrois vers Auschwitz à un rythme de 12 000 à 15 000 personnes par jour, la phase la plus rapide de l'extermination dans toute l'histoire de l'Holocauste. Au cours des 6 mois suivants, Wallenberg développa un système de protection combinant l'émission massive de passeports suédois de protection, les Schutzpass, avec des négociations directes avec les fonctionnaires des SS et Adolf Eichmann, qui dirigeait personnellement les déportations depuis Budapest. Les Schutzpass n'avaient aucune valeur légale officielle en droit international, mais Wallenberg les conçut avec l'apparence visuelle de documents officiels suédois et les soutint par une pression diplomatique qui fit en pratique que les autorités allemandes et hongroises les reconnaissent. Il en émit entre 15 000 et 20 000. De plus, il organisa des maisons de sécurité sous pavillon suédois à Budapest, où il hébergea des milliers de Juifs hongrois.
Les historiens estiment que ces actions ont contribué à sauver entre 50 000 et 100 000 vies. Le 17 janvier 1945, lorsque les forces soviétiques avaient déjà encerclé Budapest, Wallenberg fut arrêté par les soviétiques immédiatement après une rencontre avec le maréchal Rodion Malinowski. En 1957, le vice-ministre des Affaires étrangères soviétique, Andrei Gromyko, informa officiellement le gouvernement suédois que Wallenberg était mort d'une crise cardiaque dans la prison de Lubyanka le 17 juillet 1947. Aucun document confirmant cette version ne fut jamais fourni. Au cours des décennies suivantes, plusieurs anciens prisonniers soviétiques libérés après la mort de Staline en 1953 affirmèrent avoir eu des contacts avec Wallenberg dans plusieurs goulags soviétiques à des dates postérieures à 1947. En 2016, le chef du KGB, Ivan Serov, écrivit dans un journal découvert cette année-là « Je n'ai aucun doute que Wallenberg a été liquidé en 1947 ». L'hypothèse selon laquelle Wallenberg a été arrêté parce que les soviétiques le considéraient comme un agent des services de renseignement américains, en raison de ses liens avec le Conseil des réfugiés de guerre financé par Washington, est cohérente dans son contexte, comme plusieurs chercheurs l'ont souligné, mais aucun fichier disponible ne l'a définitivement confirmé. L'homme qui a sauvé plus de vies que presque n'importe quel autre individu pendant la guerre est mort, presque certainement assassiné, aux mains de ses propres alliés. La date exacte, les circonstances et le lieu de sa mort restent toujours non entièrement établis. L'incident de Mechelen, quand une erreur d'inconduite a changé la stratégie d'Hitler. Le 10 janvier 1940, un avion allemand s'écrasa près de Vught en Belgique. Le pilote, Erich Hohnemans, était accompagné d'un passager, Helmut Rheinberger. Sans que Hohnemans le sache, Rheinberger transportait des documents de haute importance concernant le Fall Gelb, plan jaune, les plans nazis pour l'attaque imminente contre les Pays-Bas et la Belgique. Au moment de l'accident, cette attaque était prévue pour le 17 janvier. Lorsque l'avion s'écrasa, les deux occupants ignoraient où ils se trouvaient. Le pilote demanda à un ouvrier agricole où ils étaient et se réjouit lorsqu'on lui répondit qu'ils étaient en Belgique. Rheinberger était encore plus agité et courut vers l'avion à la recherche de sa mallette, disant à Hohnemans à voix haute qu'il portait des documents top secrets qu'il devait détruire immédiatement, des mots que l'ouvrier avait parfaitement entendus. Rheinberger tenta de brûler les documents avec son briquet. Désespéré de son échec, il alla vers l'ouvrier agricole et lui demanda des allumettes. Il alla dans un buisson et, empilant les documents sur le sol, tenta de les brûler. Le bruit attira l'attention de deux gardes-frontières qui interrompirent l'opération de destruction. Un officier du renseignement militaire belge interrogea les deux hommes, plaçant les documents partiellement brûlés sur la table devant eux. Rheinberger fit une nouvelle tentative désespérée pour détruire les papiers. Les gardes l'arrêtèrent. En pleurant de manière incontrôlable, Rheinberger s'exclama auprès de son capteur « Je voulais ton revolver pour me tuer ». Hohnemans, se tournant vers l'officier belge, ajouta « Il est désormais liquidé ». Les Allemands, convaincus que les plans étaient illisibles grâce aux efforts de Rheinberger, maintinrent provisoirement leur stratégie originale. Mais Hitler avait toujours eu des réserves sur le plan original. Il pensait qu'il était trop prévisible et dépassé. L'accident de Mechelen, ajouté à la détérioration des conditions météorologiques qui rendaient toute invasion difficile, offrit l'excuse parfaite pour repenser complètement la stratégie. Le général Erich von Manstein prônait depuis des mois une stratégie différente qui consistait à concentrer les tanks allemands plus au sud, à travers les Ardennes, un terrain que le commandement allié considérait comme impraticable pour les blindés. Hitler approuva le plan de von Manstein. Le résultat fut la catastrophe alliée de mai 1940. Les tanks allemands traversèrent les Ardennes, créant une brèche de 80 km dans les lignes alliées et piégeant l'armée britannique sur la côte de Dunkerque. 337 000 soldats furent évacués lors des opérations d'urgence. La paradoxale ironie historique est parfaite. Un accident d'avion qui aurait dû avertir les Alliés du danger est finalement devenu le prétexte pour la stratégie qui les a vaincus. Les documents que Rheinberger tenta désespérément de détruire contribuèrent, dans leur survie partielle, à ce que Hitler adopte un plan beaucoup plus dangereux. Le génocidien introuvable, Heinrich Müller.
Heinrich Müller rejoignit la police politique de Bavière en 1919 en tant que spécialiste de la surveillance des organisations communistes. Il n'avait jamais été membre du NSDAP avant 1933, ce qui suscitait des inquiétudes parmi les idéologues du parti. Mais Himmler et Heydrich le considéraient comme peu important par rapport à sa compétence technique. Il fut admis au parti en 1939, la même année où il fut nommé chef de la Gestapo. Sous sa direction, l'organisation grandit de 7000 agents en 1939 pour contrôler un réseau comprenant des dizaines de milliers d'agents réguliers et un nombre bien plus important d'informateurs civils dans toute l'Europe occupée en 1944. Müller coordonna directement la logistique opérationnelle de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942, la réunion où 15 hauts responsables du Reich formalisèrent le protocole de la soi-disant solution finale. Il supervisa également le démantèlement du réseau d'espionnage soviétique Red Orchestra, qui opérait au sein du Reich entre 1939 et 1942 et dirigea personnellement les interrogatoires des conspirateurs impliqués dans l'attentat contre Hitler du 20 juillet 1944. En 1945, la connaissance opérationnelle de Müller sur l'appareil de sécurité nazi était probablement la plus étendue de toute personne vivante. Le 1er mai 1945, Müller fut vu pour la dernière fois dans le bunker du Führer à Berlin. L'aide de camp d'Hitler, Otto Günsch, témoigna plus tard lors de son interrogatoire par les soviétiques que Müller était resté dans le bunker après le suicide d'Hitler le 30 avril, supervisant les dernières communications chiffrées de la Gestapo. Après cette date, aucun témoignage vérifié ne le place ailleurs. En 1963, les autorités de Berlin-Ouest ouvrirent une tombe au cimetière de Frauensammler portant son nom et trouvèrent les restes de 3 individus différents, aucun identifié comme Müller par des analyses médico-légales. Le centre Simon Wiesenthal demanda ensuite des tests ADN, demande qui fut refusée pour des raisons bureaucratiques jugées insatisfaisantes par les enquêteurs. Les archives de la CIA, déclassifiées entre 1993 et 2001 sous la loi de divulgation des crimes de guerre nazis, ont révélé que l'agence avait continué à recueillir des informations sur la possible localisation de Müller jusqu'aux années 1970. Plusieurs de ces documents mentionnent des sources qui ont placé Müller à Moscou, travaillant pour le MGB, le prédécesseur du KGB, dans les années immédiatement après la guerre. Cette hypothèse a une cohérence historiquement documentable. Pendant la période du pacte Molotov-Ribbentrop entre 1939 et 1941, la Gestapo et le NKVD maintenaient des canaux de communication opérationnels pour échanger des informations sur les exilés communistes et trotskistes en Europe occidentale, des canaux dans lesquels Müller a directement participé. Un homme avec sa connaissance de la structure interne du Troisième Reich aurait eu une valeur informationnelle extraordinaire pour Moscou en 1945. Cependant, aucun fichier soviétique déclassifié n'a confirmé sa présence en URSS. Müller reste le seul haut fonctionnaire nazi dont le destin n'a pas été établi avec un degré de certitude documentaire.